Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités variées, il y en a un petit peu pour tout le monde cette semaine-ci. On a les nouveaux X3D Ryzen 9000 qui arrivent très bientôt, les nouveaux Core Intel aussi qui arrivent bientôt, enfin les Core Ultra techniquement maintenant. Nous avons aussi des news sur Apple, nous avons des news sur Nintendo qui attaque en justice Palworld, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que Nintendo attaque enfin en justice Palworld. Donc c'est quelque chose qu'on s'attendait surtout quand Palworld est sorti. Je vous rappelle que Palworld, c'est ce jeu qui a fait énormément parler de lui parce que c'est basiquement Pokémon avec des armes à feu. Et il y a aussi d'autres trucs très discutables dans le jeu. Mais c'est un jeu qui est sympathique selon les gens qui ont joué. Pas non plus incroyable, mais voilà, plutôt sympa. Et surtout, il comble un peu un manque que Nintendo a créé parce que Pokémon pourrait être bien mieux, pourrait être beaucoup plus que ce que c'est à l'heure actuelle. C'est juste que ils se reposent un peu sur leur laurier, et même plus que reposer sur leur laurier. Enfin bref, du coup, on s'attendait à ce que Palworld soit attaqué en justice basiquement à sa sortie, mais ça a pris des mois et des mois. Est-ce que c'est peut-être Nintendo qui a attendu que Palworld soit moins populaire pour attaquer en justice? Comme ça, il se dit, oh, maintenant que le jeu est moins populaire parce qu'il fait quand il est sorti, il a fait énormément parler de lui. Donc peut-être qu'ils se sont dit, si on attaque en justice maintenant, ça va être très mauvais au niveau PR, donc au niveau notre réputation auprès des gens. On va juste attendre que le jeu disparaisse un petit peu dans l'oubli, ce qui est arrivé assez vite au final. Mais le truc, c'est que en faisant ça, tout le monde en reparle. J'en parle. Vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos là-dessus. Et du coup, ça a remis vraiment beaucoup d'attention sur le jeu à nouveau que Nintendo ne voulait pas forcément. Alors vous pourriez dire que Nintendo du coup a attaqué en justice Palworld pour copyright, parce que on peut le voir d'ailleurs sur cette image, certains des monstres, des créatures qu'il y a dans Palworld sont largement inspirés de certains Pokémon. Mais en réalité non, ici Nintendo attaque en justice Palworld au niveau d'un brevet. Donc ce n'est pas au niveau du copyright, mais au niveau d'une mécanique qui était brevetée par Nintendo. Et c'est vraiment bizarre parce que du coup, Nintendo a breveté certaines choses vraiment à l'arrache récemment. Donc on se demande si c'est peut-être ça. Il y a même des brevets qui doivent encore être déposés aux États-Unis. Mais un brevet qui pourrait certainement, comme le met cet article de Tweakton, un brevet qui pourrait être certainement l'une des causes, en tout cas, c'est celui-ci, de la part de Nintendo, qui montre un système qui permet de basiquement capturer des monstres dans une Pokéball. Voilà, donc c'est un petit peu la base de Pokémon et vous avez ça aussi dans Palworld. Donc ça pourrait être un des brevets justement qui incrimine Palworld. Mais du coup, c'est assez bizarre parce que déjà, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Nintendo est basé partout dans le monde, mais normalement, ils sont aussi, la société mère est au Japon. Et Palworld le développeur de Palworld est basé au Japon aussi. Ce qui est assez étonnant parce que au Japon, ils ont des lois sur notamment le copyright qui sont ultra strictes. Si vous avez quelque chose qui ressemble même un petit peu à une autre marque, basiquement, vous allez perdre en cours de justice. C'est à ce point-là. Et malgré ça, Nintendo s'est dit non, on va les attaquer en justice pour un brevet. Donc c'est bizarre. C'est aussi assez courageux de la part des développeurs de Palworld d'avoir fait un jeu pareil alors qu'ils sont basés au Japon et qu'ils savaient très bien que Nintendo pourrait les attaquer en justice. Mais bon, assez bizarre. Dans tous les cas, ça va prendre un petit peu de temps. On ne sait pas encore exactement quel est justement le brevet qui incrimine Palworld. Même les développeurs de Palworld ne le savent pas encore. Ils ont juste reçu le courrier légal qui indiquait qu'ils étaient attaqués en justice. Donc, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer là. Peut-être que c'est tout à fait possible que Palworld puisse modifier certaines parties du jeu pour moins ressembler au brevet et du coup s'en sortir. Mais évidemment, s'ils ne savent pas pour le moment, ils ne peuvent rien faire. Une chose est sûre, c'est quelque chose qui n'aide pas la réputation de Nintendo, qui était pas toujours la meilleure, et surtout aussi de The Pokémon Company. Le jeu, on le sait très bien, la licence Pokémon a énormément de potentiel. Les gens attendaient un jeu comme Palworld de la part de Nintendo. Bon, peut-être pas avec des armes à feu et tout ça, mais une version plus mature de Pokémon, vous voyez, une version qui est intéressante, un peu plus open world. Ils ont rajouté un peu plus d'éléments open world dans les derniers Pokémon, mais derrière aussi, le jeu n'est pas très beau, il lag souvent, il tourne pas hyper bien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient être largement améliorées. On ne s'attend pas à ça d'une licence qui vaut autant d'argent. Genre, la licence Pokémon, elle est
énorme. Je ne sais pas quelles sont les plus grosses licences de jeux vidéo dans le monde, mais elle est certainement dans le top 10, sans problème. Et pourtant, d'un point de vue qualité, d'un point de vue jeux qui sont sortis, ouais, on est très loin du top 10 au niveau de la qualité de ces jeux. Donc c'est juste décevant. Donc ma foi, Nintendo continue de détruire votre réputation, je suppose. C'est pas comme si vous en préoccupiez. Une chose est sûre, le consommateur n'est pas content que vous fassiez ce genre de choses parce que même si Palworld, oui, honnêtement, prend clairement inspiration sur Pokémon, le fait qu'ils attaquent en justice comme ça, mais aussi, ça ralentit l'industrie en fait. Il y a, quand on voit par exemple SimCity, jeu hyper populaire, vous avez du coup EA qui fait de la merde avec, et puis vous avez City Skyline qui est sorti. Parce qu'il y avait de la place dans le marché de sortir un jeu similaire à SimCity. Et ça a aidé le consommateur, on a eu plus d'options. The Pokémon Company et Nintendo en particulier, ils attaquent tellement en justice la moindre personne qui ose se rapprocher de leur principe de jeu qu'au final, mais il y a personne, il y a certainement des énormes entreprises qui voulaient faire un jeu un peu comme Pokémon et qui ne l'ont jamais fait parce qu'ils se sont dit « Ah non, on prend aucun risque ». Donc ils ralentissent l'industrie et ils empêchent aux gens d'avoir juste plus d'options à ce niveau-là. Pourquoi ? Pour imprimer un maximum d'argent, on va être très honnête. Donc ouais, ma foi, on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, honte à vous Nintendo. Ensuite, on a la fameuse prochaine mise à jour de Windows 11, la 24H2 qui arrive très bientôt. Ça a pris du temps avant qu'elle arrive, mais elle est enfin là. Elle sort de la version bêta et devra arriver prochainement sur vos PC. Il me semble que moi, je l'ai vu justement sur un PC récemment. Et une des grosses mises à jour de cette update, alors il y a plein de trucs qui sont rajoutés dedans, mais le truc le plus important pour ceux qui jouent avec un PC, c'est le fait qu'il y a évidemment ce fixe, ou plutôt cette amélioration, on va dire, pour les processeurs AMD de dernière génération, que ce soit les Ryzen 9000, 7000, mais même 5000 et même certains Ryzen 3000 ont un boost de performance avec cette mise à jour. Il y a eu plus de tests qui ont été faits, parce que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, sur le fait que c'était un peu mitigé, parce qu'il y avait une update aussi qui était sortie pour l'ancienne version de Windows 11 qui semblait apporter ce gain de performance aussi, mais c'était dû au fait qu'il y avait une protection de la mémoire qui était désactivée et du coup ça a augmenté aussi les performances pour Intel. Là, ça a été retesté avec cette mise à jour qui est officielle maintenant, elle est hors bêta, et il y a réellement un gain. Et ce gain, encore une fois, n'est pas juste pour les Ryzen 9000. Je pense qu'AMD aimerait bien que ce soit juste les Ryzen 9000 pour essayer de booster un petit peu leur vente, mais ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, ça booste, comme j'ai dit, les Ryzen 7000, les 5000 et même 3000. Donc si vous avez un 5800 X3D, si vous avez un 7000 quelque chose, installez cette mise à jour et vous aurez certainement un petit boost de performance. Alors ne vous attendez pas à des boosts incroyables, autre chose, ça dépend de jeu en jeu. Cyberpunk notamment est un exemple où le boost est plutôt pas mal, mais tous les jeux n'en profiteront pas de la même manière. Aussi, si vous étiez pas mal limité par votre GPU, le boost sera un petit peu moins intéressant forcément. Là, ça va surtout aider ceux qui étaient limités par le CPU dans certains jeux. Donc, ma foi, ça fait pas de mal d'avoir une mise à jour de performance gratuite qui sort comme ça. Et c'est cool de voir que maintenant que la mise à jour est vraiment sortie, on peut confirmer qu'il y a vraiment un gain et c'est pas juste genre mitigé comme on l'avait vu il y a quelques semaines. Ça marche aussi pour les ordinateurs portables pour ceux qui se demandent. Donc ça aussi c'est même encore mieux pour les ordinateurs portables parce qu'ils sont souvent limités par le CPU. Donc une bonne chose. Ensuite, on a Apple qui a un autre événement prévu pour octobre où ils annoncent plus là les nouveautés au niveau Mac. On va aussi avoir l'arrivée d'Apple Intelligence parce que je vous rappelle qu'avec l'arrivée des nouveaux iPhones où ils ont fait énormément de pubs sur Apple Intelligence, les fonctionnalités hyper intelligentes, accélérées par IA, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles à la sortie des nouveaux iPhones parce que Apple Intelligence n'arrive pas tout de suite. Il arrive plutôt fin octobre. Et donc, en même temps que l'arrivée de Apple Intelligence, Apple pourrait sortir les premiers Mac équipés de puces M4, ainsi qu'un nouveau Mac mini qui sera encore plus petit, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc, ma foi, alors je sais que tout le monde n'est pas très Mac ou forcément et tout ça, mais il faut quand même reconnaître que Apple fait des choses assez incroyables au niveau de leur Mac en ce moment, avec notamment Apple Silicon. Il y a aussi beaucoup de choses moins incroyables, hein. Je rappelle le fait que les SSD sont littéralement soudés sur la carte mère, on ne peut rien changer, ainsi que la RAM est évidemment soudée à côté du processeur, donc bonne chance pour la remplacer. Il y a beaucoup de problèmes, et clairement Apple pourrait faire plus d'efforts, mais une chose est sûre, ces puces sont
très intéressantes. Elles sont très efficaces au niveau énergétique, elles sont très efficaces au niveau performance. Et la puce M4 en particulier apporte son lot de nouveautés aussi au niveau performance. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir ce que ça donnera justement dans ces nouveaux Mac Pro. Parce que jusqu'à maintenant, le seul appareil qui profite de la puce M4, c'est le nouveau iPad Pro. Et voilà, l'iPad Pro a pour autant avoir Pro dans le nom, pas vraiment un outil professionnel tout le temps. Pour dessiner, tout ça, ok, mais pour travailler vraiment 100% dessus sans utiliser de Mac ou d'ordinateur portable, bonne chance. Pour la plupart des gens, ça ne marche juste pas. Donc, on a hâte de voir justement un vrai appareil utiliser une de ces puces. Là, voir vraiment ce qu'elle donne quand on les utilise dans un programme professionnel. Et en parlant de voir ce que ça donne, nous avons enfin pu voir ce que donnent ces nouveaux Intel Lunar Lake. Donc Lunar Lake, je vous rappelle, c'est les Core Ultra 200V de chez Intel. Donc c'est les nouveaux Core Ultra, mais seulement pour Ultrabook et qui sont fabriqués par TSMC. C'est très important. Ce sont les seuls processeurs actuels d'Intel qui seront fabriqués par TSMC. Les Core Ultra 200 pour ordinateur portable gaming, qui seront différents, ne seront pas fabriqués par TSMC, et les Core Ultra de PC fixe qui arrivent fin du mois, on va en parler après, ne seront pas fabriqués par TSMC. Et du coup, comme c'est fabriqué par TSMC, on se rend compte à quel point, oui, peut-être que l'un des problèmes de Intel, c'est juste leur processus de gravure, parce que une fois fabriqués par TSMC, ces processeurs sont beaucoup plus efficaces au niveau énergétique, et donc permettent de déjà se rapprocher énormément des Snapdragon X, de chez Qualcomm, ce qui est plutôt une bonne chose parce que c'est l'un des seuls avantages des Snapdragon X, parce que ici on reste sur des processeurs x86, donc on a full performance sans émulation, et ils ont aussi quand même des performances respectables. Il y a quand même une perte de performance par rapport aux anciens Core Ultra qui est en partie justifiée par le fait que, pour information, si je me souviens bien, ces Core Ultra 200V et même tous les autres Core Ultra 200 n'auront plus l'hyperthreading. Oui, l'hyperthreading, pour information, vous l'avez déjà dû le voir, quand vous avez un processeur avec 8 cœurs, 16 threads, c'est l'hyperthreading. En gros, vous avez chaque cœur qui peut faire 2 tâches à la fois. Et donc, forcément, ça permet de décupler les performances quand vous avez un programme qui utilise beaucoup de cœurs ou beaucoup de threads à la fois. Mais Intel a changé leur façon de faire les choses depuis un petit moment, parce qu'ils ont évidemment les cœurs haute performance et haute efficacité énergétique. Donc il y a un petit peu de redondance ici. L'hyperthreading n'est plus aussi utile parce que à côté, ils ont des cœurs haute efficacité énergétique qui sont censés remplir cette tâche. Donc en enlevant l'hyperthreading, évidemment, ils perdent en performance multicœur, surtout par rapport aux anciens Core Ultra qui avaient l'hyperthreading en plus des cœurs haute efficacité énergétique. Mais derrière, ils vont gagner en puissance monocœur. Certaines tâches qui tournent sur un seul cœur perdaient en performance parce que le cœur faisait aussi autre chose à la fois en même temps, et du coup, il n'avait pas l'entièreté d'accès, par exemple, au cache et tout ça, et donc ça faisait perdre un peu en performance, forcément. Donc, il y a un bien, mais il y a aussi un mal forcément à ça. Selon moi, c'est pas vraiment un problème parce que les Core Ultra ont toujours eu des assez bonnes performances multicœurs, donc on peut se permettre d'en sacrifier un petit peu pour augmenter les performances monocœur, et ça permet aussi un petit peu d'augmenter l'efficacité énergétique, donc ça c'est pas plus mal. Donc là on a des chiffres donnés par Ars Technica sur la batterie dans un programme, c'est PC Mark, et comme vous pouvez voir, plus le chiffre est haut, mieux c'est, hein. Ces Core Ultra 200 sont vraiment bons. Alors chaque ordinateur a une batterie différente, tenez-en compte, donc c'est pas forcément le mieux pour comparer, parce que certains vont avoir une batterie de 50 Wh et les autres ont une batterie de 70 Wh. Mais un autre avantage aussi, alors, je ne sais pas s'ils ont une image ici, mais les cartes mères avec les Core Ultra 200, comme ils ont fait comme Apple, ils ont mis la RAM directement sur le même package que le processeur, ce qui a évidemment ses avantages et désavantages, bien ça fait que ça prend moins de place, beaucoup moins de place. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont montré l'intérieur de ces ordinateurs, et la carte mère est tellement petite, elle pourrait être mise dans un iPad même. C'est un peu le genre de carte mère que vous avez dans les Mac avec Apple Silicon. Et donc, ça permet de mettre une batterie plus grande. Donc ça, c'est plutôt cool, même si ça, évidemment, c'est des avantages. Quoi qu'il arrive, les performances, encore une fois en multicœur surtout, vous pouvez voir ici Geekbench, monocœur, très bonne performance. Pas encore au niveau de Apple, mais très bonne performance. Mais par contre, le multicœur, évidemment, on la prend un petit peu derrière. Même un Core Ultra de première génération fait mieux. Mais par contre, il est moins bon en monocœur et il est beaucoup moins efficace au niveau énergétique. Donc,
encore une fois, on perd quelque part, on gagne quelque part. Après, selon moi, un tel niveau de performance, est-ce que vous avez vraiment besoin de plus de puissance multicœur dans un ultrabook? Pas sûr forcément. Je pense que les performances monocœur, justement, sont tout aussi importantes. Vous pouvez voir que par contre, évidemment, AMD reste très efficace eux aussi. Ils ont basiquement plus de performance monocœur et encore plus de performance multicœur. Mais de ce que j'ai vu, les Ryzen, alors ça dépend d'un ordinateur à l'autre. C'est un peu le problème avec les ordinateurs portables AMD, c'est que certaines marques gèrent bien les choses et d'autres marques, je sais pas si c'est dû au fait que AMD a juste pas une bonne recette à donner aux fabricants d'ordinateurs portables. Donc ils donnent juste le processeur sans aucune vraie instruction. Et après, chacun fait un petit peu sa popote. Et certains constructeurs font des bonnes choses avec les processeurs. Ils savent les réguler correctement et gagner énormément en batterie. Et puis, il y en a d'autres, c'est juste pas très bon, en fait. Donc, avec les nouveaux Ryzen AI, dites-vous que ça varie énormément d'un constructeur à l'autre. Donc, n'hésitez pas à regarder des tests si vous comptez en prendre un. Donc, ici, de ce que j'ai vu quand même, les nouveaux Core Ultra 200 sont plus efficaces au niveau énergétique que les Ryzen AI. Donc, vous avez les anciens processeurs, donc les Ryzen 7000, 8000. Et puis après, au niveau efficacité énergétique, je dirais que vous avez les Ryzen AI. Et puis après, les nouveaux Core Ultra 200. Et au-dessus, vous avez toujours Qualcomm avec les Snapdragon X pour les PC Windows. Même si, encore une fois, il faut tenir compte toujours avec les Snapdragon X du fait que c'est quand vous ne devez pas émuler des programmes x86. Dès que vous émulez un programme x86, donc dès que vous avez un programme qui n'est pas prévu pour un processeur ARM, bye bye l'efficacité énergétique. Donc là, je dirais que franchement, AMD n'a pas vraiment à s'en préoccuper. Je pense que leur offre est solide par rapport à Intel. Mais ceux qui ont besoin de se préoccuper, c'est Qualcomm en fait. Ils ont toujours à la fois avantage au niveau efficacité énergétique, mais il a fondu comme neige au soleil et du coup, ils sont un petit peu dans une position plus difficile. Et en plus de ça, les puces Apple font toujours mieux et surtout, vous avez les puces M4 qui arrivent bientôt qui sont encore plus efficaces au niveau énergétique. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, ces Core Ultra 200 sont pas mal. 200V, je vais préciser. Les 200V sont pas mal. Il faudra voir ce que donnent les 200 non-V, que ce soit pour ordinateur portable gaming ainsi que PC fixe, mais ça c'est une autre histoire. Et avant d'en parler, nous avons une autre news sur le fait que Intel a confirmé qu'ils avaient finalement vraiment fixé les problèmes de stabilité sur les Core Intel de 13e et 14e génération avec une nouvelle sortie de microcode. Donc on a eu techniquement, alors il y a eu plusieurs microcodes qui sont sortis, on avait évidemment le 0x128 si je me souviens bien, que je vous avais conseillé de mettre à jour, et maintenant il y en a un nouveau qui s'appelle le 0x12b, et ça c'est vraiment celui qui est censé à 100% régler le problème de voltage qui était mal appliqué au processeur et qui faisait qu'il se dégradait au fil du temps. Mais il y a beaucoup, alors je vais résumer la situation. Si vous avez un Core Intel de 13e ou 14e génération, même si ce n'est pas une version K, je vous conseille maintenant de mettre à jour le BIOS de votre carte mère. Alors, si vous êtes sur un ordinateur portable, évidemment, il faut attendre que le constructeur sorte une mise à jour de BIOS. Souvent, elles arrivent via Windows Update. Si vous avez aussi un programme comme Razer Synapse ou autre chose pour gérer votre ordinateur, ou je sais pas moi, Armoury Crate, c'est possible que la mise à jour BIOS soit là-dedans, donc attendez. Parce que même si Intel a dit que les ordinateurs portables n'étaient pas affectés, ça fait pas de mal d'être sûr. Donc voilà. Mais ceux qui sont sur PC fixe, par contre, normalement, les constructeurs sont à l'heure actuelle en train de sortir la mise à jour BIOS. Donc n'hésitez pas, mettez à jour. Et après ça, testez la stabilité de votre processeur. Si il est instable, si vous lancez, je sais pas moi, OCCT, qui est un programme de test pas mal, ou lancez déjà avec Unreal Engine notamment, qui sont les plus réalistes, on va dire, au niveau de ça, parce que c'est souvent les jeux Unreal Engine qui avaient des problèmes avec les Core Intel qui étaient instables. Donc si c'est vraiment stable, vous avez fait 10 heures de jeu dans un jeu Unreal Engine, en poussant votre processeur à fond, vous avez fait du OCCT pendant toute une nuit, et il y avait zéro erreur, mais là, tant mieux. Normalement, vous êtes bon, normalement. Si par contre vous avez des instabilités, directement, vous contactez le support technique d'Intel. Ils ont augmenté la garantie de tous les Core Intel 13e et 14e génération de 2 ans, mais contactez-les dès maintenant et demandez un remplacement. Parce que le truc, c'est que ce fixe corrige le problème, mais si votre processeur était déjà trop endommagé,
vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est un dommage qui est physique et une mise à jour de microcode ne changera rien s'il y a déjà eu des dégâts. Donc, si vous êtes instable, après cette mise à jour, contactez le support Intel, demandez un remplacement. Alors, l'expérience apparemment est très variable. Il y a des gens où ils n'ont eu aucun problème à demander un remplacement. Il y a d'autres personnes, ça a été la croix et la bannière. Donc, soyez prêts à peut-être devoir un peu vous battre, mais voilà. Demandez un remplacement. Vous avez droit à un remplacement si votre Core Intel de 13e ou 14e génération est instable. Peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal si ce n'est pas une version K, mais techniquement, les versions non K sont censées être beaucoup moins affectées, donc voilà. Mais c'est possible. Moi, je pars du principe que Intel a dit que c'était seulement certains processeurs, mais franchement, le problème, c'est que ça fait des mois, même pratiquement une année qu'on a ce problème qui a commencé à se montrer. Il a fallu des mois pour qu'Intel daigne reconnaître qu'il y avait un problème. Et seulement maintenant, on a un fixe par rapport à ce problème-là. Il a fallu énormément de temps. Du coup, même s'ils garantissent quelque chose, voilà, on n'est jamais trop sûr, on n'est jamais trop prudent. Donc, quoi qu'il arrive, si votre processeur est instable, essayez de demander un remplacement. Et du coup, voilà. Je pars du principe que là, on a couvert à peu près tout le monde. S'il est stable, nickel. S'il n'est pas stable, demandez un remplaçant. Et évidemment, faites cette mise à jour de BIOS. Et là, normalement, ça devrait être enfin fini. J'avais cette vidéo prévue sur la mise à jour de BIOS que je vais faire. C'est juste que j'attendais parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Intel allait sortir encore plus de fixes. Donc, ma foi, maintenant, là, ils ont confirmé que c'était le fixe final. C'est vraiment censé être fixé. Donc, je peux enfin faire cette vidéo sur comment mettre à jour le BIOS de votre carte mère. Donc, je vais faire une vidéo sur entièrement le sujet. J'ai fait exprès d'avoir différentes cartes mères de toutes les marques. Donc, j'ai une carte mère Aorus, j'ai une MSI, j'ai une Asus, j'ai aussi une ASRock techniquement. Alors, pas forcément tous des cartes mères Intel, mais normalement, le processus de mise à jour de BIOS n'est pas vraiment dépendant de AMD ou Intel, il est dépendant surtout du constructeur. Chaque constructeur fait à sa manière. Donc, ça me permettra d'illustrer, quoi qu'il arrive, comment mettre à jour le BIOS sur les 4 plus grands constructeurs de cartes mères, ce qui devrait être évidemment une bonne chose pour tout le monde et vous montrer un petit peu les options que vous avez. Enfin bref, dans tous les cas, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive dès maintenant, à faire la mise à jour en attendant la vidéo, quoi qu'il arrive, parce que c'est pas très compliqué de mettre à jour le BIOS, mais voilà, je ferai quand même la vidéo pour ceux qui sont un peu plus inquiets ou qui ne savent pas exactement comment ça marche. Ensuite, on a justement cette news sur les Core Ultra 200 pour PC fixe qui, je vous rappelle, arrive fin du mois. Ils vont arriver très bientôt. Je devrais avoir un exemplaire de test si tout va bien, donc ça me permettra de tester et de vous dire ce que ça donne. Donc, ma foi, n'hésitez pas à regarder la vidéo à ce moment-là. Je ne sais pas quel processeur je vais avoir, mais nous avons des leaks sur les différents processeurs qu'il y aura. Donc, on a notamment le Ultra 9 285K qui sera le normalement top du top. Pour le moment en tout cas, nous avons un Ultra 7 260K, on a aussi une version KF, et on a enfin le Core i5 245K. Et personnellement, moi, ce qui m'intéresse le plus à voir, c'est justement ce Core i5. Franchement, les Core i7, ouais, ça va, mais les Core i9 sont tellement chers que pour moi, voilà, je vois jamais trop l'intérêt. Et depuis de très nombreuses années, pour les gamers, même si vous jouez en 4K, le Core i5 est largement suffisant. Et c'est celui qui a aussi un prix plus raisonnable. Et qui sera le plus proche au niveau prix du 7800X 3D. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut voir justement. Donc, par rapport au Core Ultra 200 d'ordinateurs portables, les 200V notamment, je vous rappelle que ceux-là sont fabriqués par Intel. Donc, on n'aura certainement pas la même efficacité énergétique, malheureusement. Vous avez aussi l'hyperthreading qui a été désactivé sur tous les processeurs. Donc, encore une fois, c'est pour booster les performances monocœur souvent ou dans les jeux vidéo, mais perdre un petit peu derrière en multicœur. Après, on a quand même pas mal de cœurs et haute efficacité énergétique. Et apparemment, ces cœurs-là, c'est eux qui ont la plus haute augmentation de performance pour justement compenser le manque d'hyperthreading. Donc, on verra bien ce que ça donnera, franchement. Mais oui, par contre, comme on peut voir dans les specs, ils tourneront à 125 watts de base, mais ils pourront booster jusqu'à 250 watts. Donc, si vous attendiez à ce que Intel améliore largement l'efficacité énergétique, pas forcément. Alors, moi, ils n'ont pas besoin d'être incroyablement plus efficaces. Je pense que tant qu'ils sont plus raisonnables et qu'ils ont des très bonnes performances, ça fera l'affaire. Et surtout s'ils ont un bon prix. Et voilà, ils auraient une bonne offre sérieuse. Et
si on regarde notamment, alors les processeurs Intel les plus intéressants, c'est souvent ceux qui sont à 200 euros. Donc le 12400F, le 12400F est vendu maintenant 120 euros. C'est une valeur incroyable pour le prix. Vous avez aussi le 14600K qui était pas trop mal au niveau prix en vrai, qui peut être intéressant pour certaines personnes. Les moins intéressants, c'est vraiment les Core i7 et les Core i9 selon moi. Donc on verra bien ce que ça donnera quoi qu'il arrive. Pour le moment, bien évidemment, on a seulement les grosses versions, donc le gros Core i5, les deux gros Core i7 et évidemment, enfin on a deux Core i5, on a aussi une version KF et le gros Core i9 qui, par contre, bizarrement, oui, n'a pas de version KF, donc ma foi, on verra bien. Et en parlant de bien voir, nous avons aussi AMD qui va sortir les 9000 X3D normalement, fin octobre également, en même temps que Intel pour un petit peu compliquer leur sortie, on va dire, en sortant tout simplement un processeur plus performant pour le même prix. Donc, on ne sait pas exactement lesquels vont sortir. Il y a des rumeurs comme qu'il y aurait bien un 9600X 3D aussi qui sortira très prochainement, alors que le 7600X 3D avait mis beaucoup de temps par rapport aux autres X3D avec les Ryzen 7000. Il y a aussi le fait que, évidemment, les Ryzen 9000 ont été plutôt décevants au niveau du gain de performance, alors que on s'attendait à beaucoup plus. Ici, pour les X3D, AMD avait précisé vraiment qu'ils auraient des énormes changements sur les versions X3D. Notamment, il y a une rumeur comme quoi les plus gros, notamment le 16 cœurs, auraient un cache 3D sur les deux CCD. Et ça pourrait vraiment aider dans les jeux vidéo notamment. Et ça lui permettrait d'être le top du top. Et pas juste comme on a à l'heure actuelle. Le 7800 X3D est le meilleur parce qu'il a un CCD, un cache 3D dessus et c'est simple et efficace. Alors que le 7900 X3D, que j'ai dans mon PC notamment, il a un cache X3D sur 8 cœurs, mais les autres 8 cœurs n'ont pas de cache X3D. Et donc, si un jeu utilise le mauvais cœur, il n'a plus de cache et du coup, des fois, vous perdez en performance, ce qui est assez stupide. Donc, là, normalement, ça devrait être fixé à ce niveau-là s'ils ont vraiment fait ça. Donc le premier qui devrait sortir, quoi qu'il arrive, ce sera le 9800X 3D. Ce sera le remplaçant du 7800X 3D. Et donc, il est très attendu parce que le 7800X 3D est à l'heure actuelle le processeur gaming le plus puissant que vous pouvez acheter. Et là, on a eu quelques leaks de performance sur Cinebench, mais honnêtement, c'est pas le plus intéressant sur Cinebench parce que c'est pas là qu'on attend de voir ce que donnent ces processeurs. Je pense que la plupart des gens veulent surtout voir ce qu'ils donnent dans les jeux vidéo en fait. C'est là où vraiment on s'attend à quelque chose. Parce que oui, forcément ils se débrouillent quand même pas mal dans Cinebench, mais on verra bien ce que ça donnera dans les jeux vidéo. Une chose est sûre, si vous devez acheter un processeur, attendez la fin du mois, parce que là il va y avoir beaucoup de sorties. Ensuite, nous avons le fait que Nvidia semble se préparer à sortir les RTX 5000 parce que premièrement, nous avons les RTX 4090 et 4090D en Chine qui sont en train de juste disparaître au niveau stock. En général, quand vous avez un constructeur qui diminue les stocks d'un article, c'est parce qu'il prévoit l'article qui va le remplacer. Assez logique. Et maintenant, il y a même des rumeurs comme quoi les RTX 4080, elles aussi, commencent à diminuer au niveau stock. Alors qu'elles avaient été assez bien en stock ces derniers mois, même années. Donc, visiblement, Nvidia est en train de préparer l'arrivée des RTX 5000. Alors, on ne sait pas quand ils pourraient les annoncer parce que le seul événement qui est vraiment prévu dans les mois prochains, c'est le CES. Et le CES, c'est en janvier. Donc, c'est peu probable que Nvidia attende ce moment-là pour les lancer. S'ils commencent déjà à retirer le stock maintenant, ça fait genre littéralement un peu plus de 3 mois de différence. Donc, voilà, c'est quand même un peu trop à l'avance. Mais il n'y a pas d'autres événements entre-temps. Donc, ça pourrait être juste être une annonce d'eux-mêmes, un petit peu comme Apple le fait. Ils n'attendent pas un événement. Ils le font une annonce comme ça sur YouTube d'un coup et ils annoncent un petit peu à l'avance qu'ils vont annoncer quelque chose, évidemment, mais voilà, d'un coup, ça arrive un peu de manière inattendue. Les RTX 4000, alors je me souviens plus de trop, mais les RTX 4000 aussi avaient été annoncés avant le mois de janvier, étaient sortis. Je sais plus, la 4090 n'était pas sortie genre fin décembre, autre chose, je ne sais même plus. Enfin bref, dans tous les cas, ça pourra arriver prochainement. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va arriver en octobre? Je ne crois pas trop. Moi, si je devais plancher pour une sortie, c'est forcément minimum seconde moitié de novembre, voire décembre, et éventuellement, encore une fois, janvier, qui serait possible, même si ici commence vraiment à diminuer les stocks, ce serait un peu bizarre. Et donc, oui, ils annonceraient les 5090 et 5080 en premier, et on a déjà parlé pas mal des leaks de spec, mais il y a des choses assez déséquilibrées avec ces cartes, notamment la 5090 serait juste incroyable, genre elle
elle aurait basiquement la 5090 le double des specs de la 5080. Et elle aurait des specs beaucoup plus importantes qu'à 4090. Elle aurait un peu plus de 20 000 coups d'accord. Elle aurait 32 Go de GDDR7 et elle aurait un bus mémoire de 512 bits pour justement correspondre à ça. Donc vraiment un énorme GPU. Et puis la 5080, elle serait toujours avec 256 bits de bus mémoire, mais de la GDDR7, ce qui aidera un petit peu, et un peu plus de 11 000 coups d'accord normalement. Donc elle ne s'approche même pas des specs de la 4090 qui est... Voilà, ça fait un peu peur. Après, évidemment, les specs purs, ça ne veut pas tout dire. Hein. Vous pouvez avoir une carte graphique NVIDIA avec 10 000 coups d'accord qui se fait défoncer par une carte graphique NVIDIA avec 5 000 coups d'accord juste parce que la fréquence est différente, l'architecture est différente, il y a plus de transistors. Voilà, l'architecture derrière aussi est très importante. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Et puis, quand vous regardez, par exemple, la 4080 a beaucoup moins de coups d'accord que la 4090, mais évidemment, elle est moins performante, mais elle n'est pas non plus... La différence de spec, vous pourriez dire qu'elle serait beaucoup moins performante, mais en fait, non. Il y a clairement quelque chose qui compense derrière, ou il y a quelque chose qui fait que la 4090 n'est pas capable d'utiliser pleinement ses specs. Donc, juste avoir un énorme boost sur la 5090 ne garantit pas aussi un énorme boost de performance. Il faut voir comment c'est utilisé derrière. Donc, quoi qu'il arrive, on verra bien, mais moi, ça me fait un peu peur quand même. Parce que j'aime vraiment pas cette truc qu'a fait Nvidia avec les RTX 4000 notamment, où le ultra haut de gamme est genre ultra puissant, et plus on va bas dans la gamme, plus les specs sont coupés de plus en plus vite, quoi. Et vraiment, quand vous voyez les specs d'une 4060, on dirait une 4050 en fait. Elle est plutôt performante pour le marché et tout ça, parce que AMD n'a pas fait beaucoup d'efforts, on va être honnête, avec les 7600, mais les specs purs, ça fait plus penser à une 4050 en fait. Donc, ouais, j'avais déjà exprimé à quel point, selon moi, c'est problématique de faire ça. Mais après, Nvidia reste une entreprise qui doit faire de l'argent et je suppose que forcément, vendre une carte graphique qui est plus simple à designer pour plus cher, c'est forcément très bon pour l'argent. Et ensuite, nous avons une news sur une nouvelle chaise gaming qui est sortie. Et là, vous allez me dire, tout comme moi, je réagirais de la même manière. Oh, une chaise gaming, waouh, incroyable. Non, elle est vraiment pas mal. Vous avez Fractal Design, qui est un fabricant de PC, de boîtiers PC normalement, qui a annoncé la Refine. Et la Refine est une chaise gaming hybride qui a un petit peu des bouts de design qui viennent d'une chaise gaming, notamment la forme un peu du siège, comme on peut voir derrière, fait assez bien penser à une chaise gaming, assez haut, ça dépasse derrière la personne, mais ça couvre bien même les épaules et tout. Mais derrière, vous avez quand même une finition mesh qui laisse respirer le dos. Et vous avez aussi un support lombaire de qualité, pas juste un coussin qui a été rajouté à l'arrache. C'est une vraie chaise ergonomique, mais avec un peu un design d'une chaise gaming. Et honnêtement, elle est plutôt classe. Je ne sais pas combien elle coûte exactement, mais j'ai vu cette news-là et j'étais en mode « Oh, intéressant. Est-ce que c'est forcément la meilleure chaise au monde ? Je ne sais pas. Mais j'applaudis le fait qu'il y a des marques qui commencent enfin à comprendre qu'une chaise gaming n'a pas besoin d'être littéralement une chaise qui semble avoir été arrachée d'une voiture de course. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'apparemment... alors, il faudrait vérifier, donc je demande la vérification peut-être de certaines personnes, mais apparemment, l'arrivée des chaises gaming est due au fait que vous avez une marque qui faisait justement des sièges baquets pour des voitures de course. Ils avaient des problèmes de vente et ils se sont dit, hey, on va juste faire des chaises de bureau avec. Et ils ont recyclé le design. Et ça a plutôt bien marché parce qu'ils ont fait beaucoup de marketing en mode oh, c'est du gaming. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune chaise gaming. Et du coup, c'est comme ça que ça aurait pris. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait même pas honnêtement parce que ça ressemble vraiment à quelque chose que ferait une équipe marketing en mode hey, on a plein de trucs invendus pour des chaises, pour des voitures. Et si on mettait juste des roues et on faisait une chaise gaming et on disait aux gamers qu'ils ont absolument besoin d'une chaise comme ça, ça m'étonnerait vraiment pas. Mais une chose est sûre, l'innovation au niveau du marché des chaises gaming est désastreux. Vous voyez que c'est assez transparent, hein, la mèche derrière. L'innovation est juste désastreuse parce que toutes les chaises gaming se ressemblent franchement. Et ça fait du bien de enfin voir un petit peu de changement à ce niveau-là. Et on termine avec une news qui, selon moi, illustre assez bien les problèmes qu'ont Qualcomm avec justement Windows et les Snapdragon X Elite parce qu'ils ont enfin, après
je ne sais combien de mois, on est maintenant, oui, au mois d'octobre. Les Snapdragon X Elite sont sortis au mois de juin et on a enfin maintenant le kit de développement qui est sorti. Donc c'est basiquement un ordinateur qui coûte 899 $, qui est un peu au format d'un Mac mini avec un Snapdragon X Elite, le meilleur qui existe d'ailleurs. C'est le modèle 00, c'est vraiment celui qui a les meilleurs specs, le meilleur boost et tout ça. Il est même un TDP totalement déverrouillé qui peut aller jusqu'à 100 watts. Il est très bien refroidi aussi avec un énorme refroidissement en cuivre. Vous avez des slots M.2 et tout ça. C'est basiquement un kit de développement parfait pour développer des applications sur les Snapdragon X Elite. Il est sorti ensuite sur Windows et accélérer l'arrivée de ces processeurs sur le marché. Sauf que normalement, vous sortez un tel kit de développement avant la sortie des processeurs grands consommateurs. Apple, quand ils ont annoncé leur transition de Intel à des puces faites par eux-mêmes, Apple Silicon, ils ont sorti le premier Mac qui est sorti avec du Apple Silicon, était un kit de développement. C'était basiquement un Mac mini update vite fait à l'arrache avec... c'était à cette époque-là, c'était même pas une puce M1, c'était une puce genre... la même puce qu'on avait dans les meilleurs iPads à ce moment-là, je sais même plus c'était laquelle, la A12 Bionic ou je sais pas quoi. Donc ils ont sorti ça pour permettre aux développeurs de commencer à développer des applications avant l'arrivée de Mac qui utilisent des processeurs similaires. Et donc ça a permis aux développeurs d'avoir déjà des applications prêtes à ce moment-là. Snapdragon, ou plutôt Qualcomm, eux, ils sont juste en mode « Ah, ça arrive !» Et puis ça a pris des mois. On ne sait pas pourquoi, il y a apparemment des problèmes avec. Et c'est seulement maintenant qu'il arrive. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon parce que pendant des mois, ça veut dire que si vous étiez développeur et que vous aviez le temps de même développer une version Snapdragon ou plutôt Qualcomm de vos applications, une version ARM de vos applications pour Windows, ben, la seule solution que vous aviez, c'était d'acheter un de ces nouveaux ordinateurs ou acheter l'ancien kit de développement, mais qui date vraiment et qui n'est pas intéressant. Donc, vous deviez acheter un ordinateur portable ultra cher pour développer dessus. Vous étiez limité aussi par les performances de l'ordi portable. C'est pas idéal. C'est vraiment pas idéal. Et c'est seulement maintenant qu'on l'a, quoi. Donc, ça montre à quel point, oui, Qualcomm, bougez-vous un petit peu les fesses. Parce que si vous voulez vraiment capturer le marché du PC fixe et du PC portable Windows, il faut peut-être donner les outils avant de sortir le produit dans les mains de tout le monde. Et surtout, il faut aider les développeurs. Parce que si les développeurs n'ont aucune aide et que ce genre d'outil prend autant de temps à sortir et surtout coûte aussi cher, vous n'allez pas avoir d'application. C'est ça aussi un problème. Apple, quand ils ont sorti leur kit de développement, il coûtait genre 500 $, donc beaucoup moins cher. Et si vous l'achetiez, Apple vous donnait pour 500 $ de crédit sur l'App Store, dans un Apple Store, quoi. Et donc, ça veut dire que même si vous achetiez ce kit de développement, vous pouviez après aller acheter un des nouveaux Mac. Vous pouviez utiliser ces 500 $ pour racheter un des nouveaux Mac qui était sorti après avec Apple Silicon, donc une puce AM1. Et donc, continuer votre développement sur le vrai produit final, quoi. Donc, en gros, ils ont vraiment donné tous les outils en main aux développeurs. Ils nous ont dit, voilà, prenez cet ordinateur que vous pouvez déjà développer, et quand les nouveaux sortent, ceux qu'on va donner pour les consommateurs sortent, ben voilà, vous arrivez et vous pouvez l'acheter, vous avez 500 $ de réduction. Donc, c'est vraiment... Ça montre la différence, quoi. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi Apple a mieux réussi leur transition, c'est une des raisons. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Les autres raisons, c'est aussi le fait que Apple contrôle tout et que vous n'avez pas le choix, parce que littéralement tous les Macs qui sortent maintenant sont sur Apple Silicon, et que sur Windows, ben évidemment, le x86 a encore un bon avenir. Mais quand même, ça aiderait de donner les outils aux développeurs, ça c'est sûr. Et sur ce, c'est tout pour ce Texamash aussi, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.